le principe de cette FAQ, c'est quoi? C'est l'idée que défendait le président Ferrand il y a quelques secondes, qui consiste à dire on a besoin de réponses précises à des questions précises. Et là, on a demandé à nos invités de venir avec les 10 questions les plus fréquemment posées à leur service par les experts comptables et d'apporter publiquement des réponses concises et précises. Et donc, on va commencer, si vous le voulez bien, avec Catherine Brigand qui nous rejoint. Catherine. Merci d'avoir accepté ce jeu qui, par moments, va être un peu technique, par moments un peu plus futile, mais en tout cas qui correspond aux questions que vous avez le plus fréquemment à répondre dans vos services. Alors, la première question, elle va normalement s'afficher derrière moi. Je n'ai pas, alors quelquefois c'est très pratique, mais c'est vous qui les posez. Hein. Je n'ai pas accès à ma messagerie sécurisée. Comment est-ce que je fais pour l'obtenir ? Madame la directrice régionale, on est bien là au niveau d'une directrice régionale. Oui, alors déjà bonjour à tous. Et je tiens à rappeler quelque chose d'important, c'est que ce sont des questions qui nous sont posées. Je ne dis pas que c'est forcément celles que je me pose moi. Quoique la première m'a interpellée, donc je n'ai pas accès à ma messagerie sécurisée, comment faire pour l'obtenir? Eh bien, c'est relativement simple, c'est toujours la même chose, c'est simple au début. C'est aller sur la page du site impôts.gouv.fr et là vous avez votre espace professionnel et vous pouvez à ce moment-là, en prenant la rubrique créer mon espace professionnel, naviguer vers créer mon espace en mode simplifié, puisque vous savez qu'on veut tout simplifier. Et puis en fait on arrive sur une page où il faut compléter les champs. Et en principe, ensuite, on a toute une logistique qui s'installe et à un moment donné, et je sais que ça fait râler, on a la réponse. Vous avez accès à votre messagerie sécurisée. Miracle. Ça, c'est quand ça marche bien. Mais en principe, ça marche. En principe, ça marche. Ça marche ou pas? Tu réponds oui, s'il te plaît. Donc 99% des cas, ça marche. Mais il y a 1% d'irritants. Deuxième question. Mon entreprise est confrontée à des difficultés dont l'origine repose sur une baisse d'activité en raison des crises successives. Que dois-je faire? Alors, là, c'est quelque chose effectivement qu'on a mis en place et je pense que le médiateur des entreprises y reviendra, mais en fait, la solution la plus simple et qui a été mise en place dans tous les départements de France, c'est le conseiller départemental aux entreprises en difficulté. Et donc, ce qui est bien, c'est que ce soit un seul point d'entrée, peu importe la question, et il faut se mettre en relation avec ce conseiller départemental aux entreprises en difficulté, dont je rappelle que sur le site impôts.gouv.fr, vous en avez la liste département par département, et le conseiller est là pour vous orienter vers le bon interlocuteur, parce que la richesse de cette organisation, c'est que cette personne sait vers qui vous orientez quand vous avez des questions. Mais elle travaille comment? Elle travaille bien. Un entretien individuel, ça j'imagine. Mais il y a un entretien individuel. Eh bien, oui, soit vous la joignez plutôt par mail, mais également par téléphone, et vous lui dites voilà, j'ai tel et tel problème, et elle vous répond. Ben là, il faut plutôt aller vers les URSSAF, puisque nous travaillons main dans la main, bien sûr, notamment avec les URSSAF. Soit vous allez voir la Banque de France, parce qu'il y a un problème avec une de mes banques, j'ai une ligne de trésorerie qui ne fonctionne plus, ou alors on met en rapport, y compris avec le tribunal de commerce, pour voir la médiation ou la conciliation, plus exactement. Et tout cela fonctionne très bien. Donc, vous êtes obligé de me croire sur parole, mais c'est vrai. Le conseiller départemental aux entreprises en difficulté, qui s'appelle Olivia Véronsac, dans notre département des Bouches-du-Rhône en tout cas. Uniquement dans les Bouches-du-Rhône, et c'est une personne remarquable. Bien. Troisième question qui revient très souvent, j'ai des dettes fiscales et sociales. Comment pouvez-vous résoudre mon problème? Alors là, je ne sais pas si on va résoudre le problème, mais on a une procédure, et c'est une procédure qui n'est pas souvent connue. Lorsqu'une entreprise est à jour de l'ensemble de ses prélèvements à la source et de ses cotisations salariales, cette entreprise, si elle a des dettes à la fois fiscales et sociales, elle a la possibilité de saisir une commission départementale des chefs de services financiers, CCSF, qui est une commission qui nous associe URSSAF, DGFiP, Banque de France, et nous sommes notamment vraiment attachés à en conserver le secret fiscal et professionnel le plus absolu. Dans cette mini-enceinte, nous évaluons la possibilité que nous allons accorder à cette entreprise de plans d'étalement, qui sont des plans qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Je ne dis pas de bêtises, Élodie ?
c'est ça. Et c'est très important parce que on peut, rien que dans le département des Bouches-du-Rhône, de façon directe ou indirecte, sur l'année 2023, nous avons pu préserver plus de 20 000 emplois. Ah oui. Donc, Direct il y a ou de indirect, nombreuses hein. demandes de ce type qui sont formulées à vos Voilà. services. Alors, pardon, excusez-moi, il faut absolument que je donne la référence. Alors, chez nous, pour les Bouches-du-Rhône, c'est codefi.ccsf13@dgfip, mais dans les Alpes-Maritimes, c'est codefi.ccsf. 06. Il y en a 2 qui suivent, et 84 pour le Vaucluse, 83 pour le Var, and so on. codefi.ccsf 13, 83, etc. Voilà. J'ai un prêt garanti par l'État et je ne parviens plus à rembourser ces échéances. Que dois-je faire ? Alors, ce que vous devez faire, c'est en fonction du montant de ce prêt. S'il est inférieur ou égal à 50 000 euros, là, l'interlocuteur, c'est la médiation du crédit qui est à la Banque de France. Et donc, il y a une adresse, mais je pensais qu'elle allait s'afficher, mais non. Vous googlisez, hein, c'est le plus simple. Vous tapez médiateur de la Banque de France et vous trouvez l'adresse. Médiateur du crédit. Voilà, et c'est lui qui va vous aider à voir comment il peut vous proposer un autre étalement que celui qui était prévu jusqu'à la fin 2026. Et si le PGE est supérieur strictement à 50 000 euros, là, vous avez beaucoup de chance parce que l'interlocuteur, c'est la fameuse Olivia Véronsac pour les départements des Bouches-du-Rhône, ce qui veut dire que pour les autres départements de la région, c'est le conseiller départemental aux entreprises en difficulté, et c'est lui qui orientera la démarche en vous adressant un formulaire, vous savez qu'on adore ça, à compléter pour transmettre les documents. Donc ça dépend l'interlocuteur dépend du montant du PGE. Absolument. Hein, plus de 50 000 ou moins de 50 000. Absolument, tout à fait. Question suivante. Mon entreprise peut-elle être qualifiée de jeune entreprise innovante, JEI? Alors, ça, c'est une question qui est souvent posée et effectivement, c'est un petit peu difficile d'y répondre comme cela dans cette enceinte, dans le jeu des questions-réponses très courtes, parce qu'en réalité, vous savez très bien que ce genre de questions appelle à revenir sur la définition légale de ce qu'est une jeune entreprise innovante. Et donc, cette jeune entreprise innovante, eh ben, il faut absolument aller voir. Là aussi, moi, je conseille, je suis très basique, hein, soit on va sur impôt.gouv.fr et on tape et on trouve tout de suite les renseignements légistiques. On peut aussi aller sur le site du Minefi. Hein, vraiment, il ne faut pas hésiter. Sinon, très simplement, vous faites Google, vous tapez votre question et vous avez notamment l'adresse qui apparaît. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ce soit une entreprise qui est créée depuis moins de 8 ans. C'est absolument obligatoire que ce soit une petite moyenne entreprise, donc on reprend la définition PME, la définition européenne. Je n'interrogerai pas Nicolas, c'est pas le lieu, mais je sais qu'il connaît la réponse. Il faut réaliser des dépenses, bien sûr, des dépenses de recherche et de développement qui représentent au moins 15% des charges. Et il faut impérativement que le capital soit détenu pour 50% au minimum par des personnes dont une liste est strictement énumérée. Et il ne faut pas que ce soit des personnes qui ne soient pas dans cette liste. Et donc, il faut exercer une activité nouvelle. Absolument. Vous avez raison d'insister là-dessus. Il faut que ce soit réellement une activité nouvelle et absolument pas dans le cadre d'une création, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activité déjà existante. Est-ce que je peux demander au service que vous dirigez si je remplis ces fonctions-là? Ça s'appelle un rescrit, c'est ça? Absolument. Donc vous pouvez faire la démarche pour être certain et être tranquille. On peut faire ce qu'on appelle un rescrit. Un rescrit, c'est une demande motivée qui présente les arguments du contribuable qui est porté souvent par l'expert comptable ou par un avocat ou peu importe qui, et qui décrit strictement la situation et qui demande à l'administration des finances de prendre position. Et nous prenons position dans un délai raisonnable. Et quand c'est pas raisonnable, eh bien, il faut venir demander que ça devienne raisonnable. Et cette prise de position est opposable. Opposable, dans notre jargon, ça veut dire qu'elle nous est opposable à nous si et seulement si la situation qui a été décrite est décrite de façon objective et qu'elle correspond à la réalité quand nous venons faire un contrôle fiscal. Oui. Voilà. Un ange. Ouais. Ou un diable passe, un diablotin. Ouais. Non, ici, il n'y a que de la concorde, a dit le président tout à l'heure. Les questions qui portent sur le nouveau statut de la jeune entreprise de croissance. Alors là, un distinguo. Ah oui, la question qui nous est posée, c'est le distinguo. Mais en fait, c'est la dynamique des dépenses de recherche et développement qui fait toute la différence. Il faut que ça représente entre 5 et 15% des charges fiscalement déductibles. Et il faut que ces dépenses de recherche et développement qui sont donc dans un quantum inférieur à ce qu'on demande pour la JEI
soient en fait liées à des critères de performance économique qui sont strictement limités par un décret. Alors si ça intéresse tout le monde, c'est le décret 2024-464 du 24 mai 2024. Donc c'est très récent. Là aussi, il faut que l'effectif de l'entreprise est augmenté d'au moins 100% en équivalent temps plein par rapport à au moins 10 salariés, par rapport à celui constaté de la période, l'exercice de l'avant-dernier exercice clos, le dernier exercice clos, avant-dernier exercice. Et il y a des conditions liées aussi aux dépenses de recherche. Tout à fait. Et ça donne droit à quel, quand j'ai ce statut, à quel avantage ou à quel... On n'a plus l'exonération d'IS des jeunes entreprises innovantes. On a maintenant des exonérations de charges sociales par rapport au salaire des personnes concernées par ces recherches et développements. Donc on a des exonérations chez Madame Ursaf, qui est là. On n'a pas voulu faire perdurer ce qui existait jusqu'au 31 décembre 2023, c'est-à-dire l'exonération d'impôt sur les sociétés. Mais en revanche, demeure toujours tout un système de bénéfices de crédit d'impôt pour les particuliers qui veulent investir dans ce genre d'entreprise. Est-ce que ce sont justement dans ces entreprises, lorsque j'investis, je peux avoir 50% de mon investissement? C'est ça. Ça, c'est peu connu. C'est pas connu. Moi-même, d'ailleurs, j'avais un peu perdu de vue. Non, sérieusement, il y a tout un dispositif, et c'est vrai que ça n'est pas connu, et donc je suis assez contente que cette question m'ait été remontée par mes équipes. On retrouve des dispositifs qui sont équivalents au FIP d'il y a quelques années, où on avait 50%. Par exemple, quand on investissait dans les entreprises de l'île la plus belle du monde, par exemple, la Corse, à l'époque, on avait 50% de déduction d'impôt. Oui, alors je vous suis sur l'île la plus belle du monde, ça, oui, ça à l'époque, hein, à l'époque. Non, toujours. C'est toujours l'île la plus belle du monde. Non, mais les 50%. non, c'est vrai, mais vous savez qu'en matière fiscale, alors comme on est dans une période assez intéressante, je pense que mes propos vont porter, faire, défaire et refaire, c'est toujours faire. Voilà, donc ça, c'est un mantra qu'on se répète toujours en fiscalité. Et on peut peut-être rajouter que ces dispositifs JEI, GIEC sont cumulables avec le CIR. Alors, crédit d'impôt recherche, très important, merci Nicolas. C'est quand même un dispositif fiscal dont je crois que quelqu'un qui est là, il y a Mohamed Lakila, pas loin, nous avons eu l'occasion dans le pays d'Aix d'en parler avec des entreprises innovantes remarquables. C'est un dispositif français extrêmement puissant, qui est également extrêmement consommateur de budget, hein, puisque la dépense fiscale attachée au CIR varie entre 9 milliards et 10 milliards d'euros l'an. Donc régulièrement, vous entendrez qu'on le questionne. Je ne dis pas qu'on le remet en question. On le questionne, ce qui est différent, mais c'est quelque chose de très important. Ce sur quoi les personnes qui travaillent sur ces sujets réfléchissent, c'est de voir comment on peut faire en sorte que ça ne parte pas, qu'une fois que les dépenses sont réalisées et qu'on a l'innovation, ça ne parte pas pour l'étranger. Ça, c'était le grand cheval de bataille de M. Lakila. Je n'ai pas honte du ridicule, donc je la pose. Parmi les personnes qui aspirent aujourd'hui à gouverner ce pays, certains ont une vision de la fiscalité, disons, nouvelle. Et est-ce que ces dispositifs-là peuvent être remis en cause de façon rétroactive, d'une façon ou d'une autre? Non, mais techniquement, est-ce qu'il y a une rétroactivité possible ou pas sur un exercice en cours? Alors, la question suivante... Je n'arrive pas à me connecter à mon espace professionnel. Est-ce que c'est ça? Alors, non, je vais quand même essayer, je vais tenter une réponse. En matière fiscale, normalement, le principe, c'est la non-rétroactivité des lois fiscales quand elles sont plus sévères. En principe. Après, ce n'est pas aux experts comptables qui sont des fins professionnels que je vais expliquer ça. Tout dépend de quand on attache le fait générateur de l'impôt en question. Et il y a toujours effectivement cette ambiguïté par rapport à la date de clôture d'un exercice et cette question, effectivement, est-ce que c'est rétroactif ou pas? Donc je n'irai pas plus loin parce que je constate qu'il y a quelques mesures qui ont l'apparence quelquefois de rétroactivité et ce n'est pas toujours des mesures qui sont favorables ou pas. Alors, on n'est pas avec la loi pénale, où là, la loi pénale, strictement, c'est impossible qu'elle soit rétroactive. En matière fiscale, ça dépend. Mais n'ayons pas peur. Deux questions très pratiques sur lesquelles on peut passer rapidement, mais quand même qui reviennent assez souvent. Je n'arrive pas à me connecter à mon espace professionnel. Qu'est-ce que vous dites là? Non, je n'ai pas reçu mon code d'activation. Je n'ai pas reçu. Enfin, si vous ne l'avez pas reçu, c'est votre problème. Mais moi, c'était ma question. Je n'arrive pas à me connecter. Donc, on l'a traité. Chacun son problème. Alors, allons-y. Je n'ai pas reçu mon code d'activation.
Ah bah ça, c'est des choses qui arrivent, mais qui sont à la suite de... Quelquefois, on n'arrive pas à se connecter, on se connecte et on n'a pas le code d'activation. Bon, alors là, les experts comptables ont un accès au mode expert, qui est un mode facilitant, qui peut faciliter la réception du code d'activation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça passe par un ensemble de courriels qui sont envoyés, mais le dernier kilomètre, si j'ose dire, et qui pose problème, et contre lequel on n'a absolument pas la possibilité de lutter, c'est qu'on est exposé à recevoir par courrier. Et ça, c'est une mesure de sécurisation qui est mal comprise. Et on reçoit par courrier le code. Donc, il y a maintenant, depuis peu, il y a une facilité qui a été offerte, c'est de le recevoir par courriel, mais quand on est dans le mode simplifié. Donc, ce que je conseille dans ces cas-là, parce qu'on finit par s'y perdre un petit peu, c'est de contacter son service des impôts des entreprises, qui, quand il répond au téléphone, est d'une grande aide. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, parce qu'il faut être honnête. On a du mal à nous joindre, mais il faut insister. Bon, après, les experts comptables arrivent à nous joindre quand même. Alors que les experts comptables sont très faciles à joindre. Ah, je ne sais pas, je n'en ai pas, mais oui, j'arrive à joindre très facilement. C'est variable. C'est variable. D'accord. Je ne sais pas si on a la même question suivante. Je n'arrive pas à me connecter à mon espace professionnel. Et ben là, ça retombe, ça reboucle, on est toujours dans la même situation, c'est qu'il faut repasser par l'espace professionnel en mode expert, quand on est expert comptable, soit on va directement poser la question à son service des impôts entreprise gestionnaire. Voilà. Alors, bon, mot de passe est périmé, on va passer Oui. sur cette question-là, on va passer à la question suivante. Je souhaite obtenir une attestation de régularité fiscale, et c'est pas toujours simple. Non, ça c'est pas simple, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, enfin, s'il y a un maître mot à retenir de toutes ces questions, c'est que la source de toutes les résolutions des difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est de se connecter à l'espace professionnel de l'usager. Et alors là, pour l'attestation de régularité fiscale, elle est disponible maintenant dans l'espace professionnel de l'usager, mais seulement pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA. Un entrepreneur individuel, lui, il doit faire la demande avec un formulaire qui est téléchargeable sur le site impôt.gouv.fr. Donc vous voyez, c'est aussi dématérialisé, mais c'est deux accès différents. Et en tout état de cause, là, il faut le savoir, les attestations fiscales sont délivrées avec tout ce qu'il faut comme attribut caché du service gestionnaire, etc. C'est important pour toutes les entreprises qui veulent aller contracter pour des marchés publics. Pour des marchés publics. La dernière question, alors pas des moindres, celle-là, elle va vous plaire. Je rencontre des difficultés, c'est un euphémisme, avec le guichet électronique des formalités d'entreprise. Ah bon? Le guichet unique. C'est toujours le cas? Le quoi? Guichet unique. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est comme Alésia, connaît pas. Bon, écoutez, c'est toujours difficile. On continue bien sûr à le même dispositif antérieur, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de nous saisir pour certaines activités et puis d'aller au greffe toujours. Mais en tout état de cause, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une assistance qui fonctionne maintenant. C'est l'assistance de l'INPI, qui fonctionne par téléphone ou par courriel. Là, c'est pareil. Je peux la dire à haute voix si vous voulez, mais enfin, le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'INPI et de se connecter et de poser sa question. C'est vrai que c'est une aventure qui est malheureuse, on peut le dire, mais qui est, je dirais, aussi le fruit attaché aux évolutions. Voilà, il y a des fois les évolutions technologiques fonctionnent bien et d'autres fois on n'a pas toujours le bon prestataire. Les transitions numériques sont toujours des exercices périlleux. Voilà, et il n'y a pas que là où on a quelques petits déboires de temps en temps. Voilà. On a fait le tour. Je voudrais vous remercier 1000 fois d'avoir accepté de répondre à ces questions qui parfois étaient vraiment très pratiques, d'autres fois techniques, mais en tout cas, vous avez chaque fois répondu avec précision et bonne humeur, ce qui ne gâche rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.